Voilà. Bonjour les enfants! Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire dehors. Je suis même dans une cabane que mes enfants ont construite pour s'amuser parce qu'il fait vraiment très beau. C'est moi qui l'ai construit. Et donc, c'est dans la cabane que je vous raconte la suite de l'histoire et probablement la fin de l'histoire de Frédéric et de Madame Bartolotti et de Monsieur Alexandre. Alors, on en était au jour où Sophie avait appris des gros mots à Frédéric pour le transformer, pour que les gens de l'usine ne le reconnaissent pas. Aujourd'hui, on va voir que Sophie apprend des nouvelles bêtises à Frédéric. Alors, où en est-on? Tu as apporté ton jeu de dictionnaire? Demanda Frédéric à Sophie. Non, aujourd'hui, nous allons jouer à peindre les murs, déclara Sophie en tendant à son ami un feutre vert. Frédéric commença par refuser, craignant que Monsieur Alexandre ne soit pas d'accord. Oublie un peu, Monsieur Alexandre, s'impatienta Sophie. Pense plutôt à la belle fleur que tu vas dessiner. Ça ira comme tige? Demanda Frédéric, en contemplant avec terreur le trait qu'il venait de dessiner. Bien, bien, allez vas-y, encore, sur le mur, ne cessait de répéter Sophie en gavant son ami de bonbons à la menthe. Elle savait qu'il raffolait des bonbons à la menthe. À 6 heures, Frédéric avait sans complexe avalé tout le paquet et les murs de la salle de séjour étaient tapissés de fleurs vertes. Monsieur Alexandre faillit avoir une attaque lorsqu'il monta chez lui après avoir fermé la pharmacie. Mais Sophie le rassura aussitôt en lui expliquant. Les circonstances sont exceptionnelles, Monsieur Alexandre, exceptionnelles. Cela nécessite des moyens extraordinaires. Je sais, soupira le pharmacien, qui manque à se trouver mal lorsque Frédéric lui lança « Salut, vieux con !» Il faut le féliciter, chuchota Sophie à l'oreille de Monsieur Alexandre, sinon tous mes efforts vont tomber à l'eau. Jamais le pharmacien n'avait eu de sa vie autant de mal à remuer la langue qu'à cet instant où il se pencha vers Frédéric pour lui dire « Mon cher petit, tu me traites de vieux con avec un naturel parfait. Je suis fière de toi. » Sophie avait décidé, pour des raisons de sécurité, de ne plus rendre visite à Madame Bartolotti. Et cette dernière avait pour les mêmes raisons cessé de voir Frédéric et Monsieur Alexandre. Pour communiquer chaque fois que les circonstances l'apposaient, Madame Bartolotti et Sophie se parlaient par le conduit d'aération de leur salle de bain. Celle des Lindemann était située juste en dessous de celle de Madame Bartolotti. Une petite grille rectangulaire masquait le trou d'aération à côté de la baignoire. En parlant devant cette grille, on vous entendait fort bien à l'étage du dessous et du dessous. Sophie et Madame Bartolotti s'étaient fixé des rendez-vous. Chaque après-midi à 1h30 et chaque soir à 7h. En cas de nouvelle urgente, elles avaient convenu d'un code. Si Madame Bartolotti avait quelque chose à faire savoir, elle planterait 3 clous dans le mur de sa cuisine. Sophie, elle, pour l'appeler, jouerait de l'harmonica. Les coups de marteau et l'harmonica s'entendaient très bien à travers les murs. Ce soir, Madame Bartolotti alla dans sa salle de bain à 7 heures précises. Elle s'installa devant son conduit d'aération et demanda « Tu es là, Sophie ?» « Évidemment, répondit la voix de Sophie dans le conduit qui modifiait considérablement les voix. Celle de la petite fille ressemblait à celle d'un très vieux monsieur. « Comment va Frédéric ?»« Très bien, il apprend très vite même. Le service après-vente est passé chez moi, une sorte de gnome que j'ai foutu à la porte. » Madame Bartolotti attendit une réaction, mais n'en décela aucune. Elle colla son oreille contre la grille et entendit pester Monsieur Lindemann. « Mais nom d'un chien, que fabriques-tu aussi longtemps dans la salle de bain, Sophie ?» Madame Bartolotti quitta la sienne en soupirant tristement, car elle aurait volontiers continué à discuter avec Sophie. Elle alla dans la cuisine se faire cuire un œuf au plat. Elle se demandait si elle ne pourrait pas l'agrémenter de quelques filets d'anchois, lorsqu'on sonna. 2 coups longs et espacés. Madame Bartolotti oublia son œuf sur le feu et gagna la porte d'entrée qui était munie d'un judas optique. Or, ce judas était dissimulé derrière une rondelle de cuivre. Madame Bartolotti fit pivoter la dite rondelle, colla son œil sur le judas et faillit tomber raide. Elle venait d'apercevoir un œil bleu ciel. Elle recula, le cœur battant. Mais le propriétaire de l'œil bleu ciel ne recula pas, lui. « Ouvrez, Madame Bartolotti !» cria une voix grave. « Nous savons que vous êtes là !» lança une voix normale. « Elle va nous donner du fil à retordre !» piailla une voix aiguë. « Sainte Marie, Mère du ciel et de la terre, ils sont 3 !» gémit Madame Bartolotti, en s'empressant de vérifier si sa chaîne de sécurité était bien en place, si son verrou était bien poussé et si la serrure était fermée à double tour. On sonna de nouveau. 3 fois. Les 3 voix
La grave, la normale et l'aiguë s'écrièrent en chœur. « Ouvrez immédiatement, madame Bartolotti !»« Que voulez-vous » demanda cette dernière, en faisant de gros efforts pour ne pas perdre le contrôle d'elle-même. « Nous avons à vous parler, » déclara la voix aiguë. « À propos de cette livraison qui a disparu, » précisa la voix normale. « Si vous n'ouvrez pas, immédiatement nous entrerons par la force, » menaça la voix grave. La porte d'entrée de Berthe Bartolotti était en chêne, les verrous en laiton et la chaîne de sécurité en carbure de tungstène. « Viens ici donc, moule à gaufres » cria-t-elle. Les trois voix se concertèrent un instant sur le palier, puis des pas lourds s'éloignèrent et descendirent l'escalier. Madame Bartolotti poussa un soupir de soulagement. « Il me faut au moins 3 aspirines, murmura-t-elle. L'aspirine était sur l'étagère de sa cuisine. En entrant dans la pièce, madame Bartolotti constata qu'il y régnait une odeur pestilentielle. Son œuf avait brûlé. Elle ferma le gaz, puis jeta l'œuf dans la poubelle. Elle ouvrit ensuite la fenêtre pour chasser l'odeur de brûlé et s'empara du tube d'aspirine. Elle en avala 3 sans prendre le temps de les faire dissoudre dans un verre d'eau. Or, pour boire, madame Bartolotti ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, un spectacle insolite attira son attention. En haut de sa fenêtre venaient d'apparaître 3 paires de bottes bleu ciel qui oscillaient sur le ciel bleu sombre. Les bottes glissèrent vers le centre de la fenêtre, suivies par 6 jambes de pantalon, et 3 hommes en uniforme bleu ciel se posèrent sur le rebord de la fenêtre. Ils étaient casqués de bleu ciel et portaient des moufles argentés. Des pistolets à crosse d'argent battaient sur leurs hanches où brillait un ceinturon argenté. Madame Bartolotti senta la peur la gagner, une peur bien plus horrible que celle éprouvée en ouvrant la boîte de conserve de Frédéric. Elle se laissa tomber sur une chaise. Toute la cuisine et les 3 hommes sur le rebord de la fenêtre se mirent à tourner devant ses yeux. Les 3 hommes bougonnèrent en chœur. « Vous auriez pu nous éviter de nous faire passer par le toit. » La cuisine cessa lentement de tournoyer et madame Bartolotti put enfin demander « Mais qui êtes-vous donc ?» « La brigade d'intervention de notre société, » répondirent les 3 hommes en sortant dans la pièce. Ils fouillèrent d'abord la cuisine, puis la salle de séjour, puis la chambre et enfin l'atelier. Mais ils ne négligèrent pas pour autant les cabinets, la salle de bain et même la penderie de l'entrée. Je vous montre l'image. Je ne vois pas si on voit. Madame Bartolotti resta assise sur sa chaise de cuisine à les invectiver. « Bande de mulets obtus, je vous ai dit et répété qu'il s'est enfui depuis 3 jours. Quand donc allez-vous déguerpir, bande de sarpajous? Et de quel droit fouillez-vous mon appartement ?» Mais les 3 hommes ne se sentaient pas gênés le moins du monde et fouillèrent l'appartement de fond en comble avec autant de soin que s'ils cherchaient des diamants. Madame Bartolotti entendit plusieurs voix graves s'exclamer. « Quel désordre !» Puis une voix normale. Une vraie porcherie. Et enfin une voix aiguë. « Je comprends que le gosse ait fait une fugue. » Mais tout à coup, la voix grave s'écria. « Tiens, tiens, que vois-je là ?» Les 3 hommes réapparurent dans la cuisine. Voix grave brandissait un cahier appartenant à Frédéric. Sur la dernière page figure un exercice daté de la veille. « Et vous vouliez nous faire croire qu'il avait disparu depuis 3 jours ?» ironisa la voix aiguë. « Vous êtes démasqué, » murmura la voix normale en posant une main sur l'épaule de madame Bartolotti. C'en était trop. Elle planta ses dents dans l'avant-droit de la voix normale et serra de toutes ses forces ses maxillaires. L'homme hurla de douleur. Elle lâcha prise. « Venez, dit la voix grave à ses acolytes, nous avons suffisamment de preuves. La vieille a caché l'enfant après avoir reçu notre lettre. » Il referma le cahier et le glissa dans une de ses poches. Puis les 3 hommes traversèrent la cuisine et gagnèrent la porte de l'appartement. Madame Bartolotti les entendit retirer la chaînette de sécurité, tirer les verrous et tourner la clé. Ils refermèrent la porte derrière eux, puis s'éloignèrent. Madame Bartolotti prit alors son marteau et planta rageusement 3 clous dans le mur de la cuisine. Elle courut ensuite à la salle de bain et chuchota dans le conduit d'aération. « Sophie, Sophie, tu m'entends ?» Mais Sophie n'entendait pas. Elle dormait à poing fermé. Monsieur Lindemann, qui était encore assis dans la salle de séjour en train de lire le journal, dit à sa femme. « Non mais c'est pas vrai, la vieille aurait pu attendre demain pour faire son bricolage. » Le lendemain, après l'école, Sophie annonça à sa mère qu'elle irait encore aider Annie Meyer à faire ses exercices d'arithmétique.
Madame Lindemann la félicita. « Tu es une bonne camarade. » Sophie hocha la tête d'un air pénétré et sans la moindre mauvaise conscience. Venir au secours de Frédéric était aussi faire preuve de bonne camaraderie. Elle avait mis au point pour cet après-midi un programme super extra génial. Elle se précipita chez M. Alexandre. « Comment va ma mère » demanda Frédéric en la voyant apparaître. « Aujourd'hui, je suis sourde » déclara Sophie. « Écris-moi cette question. » Elle tendit à Frédéric un bout de papier tout chiffonné et couvert de taches, ainsi qu'un crayon mal taillé et tout mâchonné. Frédéric fit la grimace en apercevant le papier et le crayon, mais ayant très envie d'avoir des nouvelles de sa mère, il, surmontant sa répulsion, écrivit sur le bout de chiffon. « Comment va ma mère ?» Puis il tendit la feuille à Sophie, qui observa l'écriture et s'écria « Pouah ! Je ne peux pas lire une écriture aussi sage, quelle horrible régularité ! Arrête d'écrire comme ça, penche tes caractères dans tous les sens, un peu de fantaisie s'il te plaît. » Frédéric, toujours très désireux d'avoir des nouvelles de sa mère, s'efforça d'écrire le plus mal possible. Mais il lui fallut utiliser 9 feuilles froissées et tachées avant de satisfaire Sophie. « Ta mère va bien, lui dit-elle en lisant la 9e feuille. Comme elle n'était plus sourde, elle ordonna à Frédéric de chanter. « Chante-moi à la claire fontaine. »« À la claire fontaine » entonna Frédéric. Sophie eut sorti une cloche à vache de sa poche et fit un raffut épouvantable. Frédéric arrêta de chanter en se bouchant les oreilles et Sophie cessa d'agiter sa cloche. « il pleut, bergère » chanta Frédéric. Sophie agita de nouveau la cloche avec frénésie. Elle redoubla d'ardeur lorsqu'il voulut chanter « J'ai descendu dans mon jardin ». « Sophie » s'écria Frédéric, « comment veux-tu que je chante avec un pareil tosquin ?»« Chante le seul reproche » ordonna Frédéric. Frédéric refusa tout net. « Ce n'est pas une chanson convenable. »« Chante-la quand même. » Frédéric commença de mauvaise grâce. « Le seul reproche au demeurant qu'aient pu mériter mes parents. » Sophie cessa d'agiter sa cloche et accompagna son ami en fredonnant. Frédéric était si content de ne plus entendre cette exécrable cloche et de constater que Sophie l'accompagnait avec une si merveilleuse douceur qu'il continua. « C'est d'avoir pas joué plus tôt le jeu de la bête à 2 dos. » Frédéric aimait chanter. Après cette chanson, il voulut passer à « Il était un petit navire », mais Sophie recommença son vacarme. Avec « Nous n'irons plus au bois », ce fut effroyable. Il n'y eut qu'avec la chasse aux papillons qu'elle renonça à faire du bruit, et accepta de l'accompagner de nouveau avec une angélique douceur. Mais lorsque Frédéric, emporté par son élan, se mit à chanter. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. La voix de Sophie devint si suave qu'il trouva la chanson fort belle, et reprit 10 fois de suite en chœur avec elle « Gare gorille !» Puis les 2 amis jouèrent à déchirer les journaux, à tacher le tapis, à mélanger des épinards avec de la glace à la vanille, et pour clore cette heure de désapprentissage, Frédéric dut couper toutes les franges de la nappe en soie noire. Je vous montre l'image. Il se lamentait et soupirait beaucoup au début. À la fin du premier côté, il soupirait beaucoup moins. À la fin du second, plus du tout. À la fin du 3e, il semblait presque content. Et à la fin du 4e, il s'amusait comme un petit fou. Les 2 amis éclatèrent de rire en laissant tomber les franges sur le tapis. Sophie embrassa 3 fois Frédéric sur chaque joue pour le récompenser. Puis il eut le droit d'aller jeter les franges par la fenêtre. Ce qu'il fit en riant à gorge déployée. « Il neige des flocons noirs !» s'écria-t-il. Le soir, à 7 heures, Sophie utilisa le conduit d'aération pour mettre Madame Bartolotti au courant des progrès de son fils. « Il change à toute vitesse » déclara-t-elle, avec ravissement. « Espérons que ça va marcher » murmura Madame Bartolotti. Elle avait un peu perdu espoir depuis la visite des 3 hommes bleu-ciel. Sophie, de son côté, était bien moins optimiste qu'elle n'essayait de le faire croire. C'était une enfant très observatrice et, en quittant la pharmacie, elle avait aperçu un homme en uniforme bleu-ciel qui faisait semblant de lire son journal, non loin de la porte de l'immeuble. Qui donc aurait donc eu l'idée de lire son journal au crépuscule et sous une porte cochère pas éclairée? Sophie décida donc qu'il fallait redoubler de prudence. Et le soir, lorsque Madame Lindemann déclara pendant le repas qu'une assistante sociale était venue se renseigner sur Frédéric, Sophie laissa tomber une cuillère de purée sur la moquette. « Tu vas manger proprement » maugréa son père. Elle cherchait l'adresse du père de Frédéric, poursuivit Madame Lindemann. « Mais il habite à Tombouctou » déclara Sophie.
Madame Lindemann expliqua qu'elle avait donné l'adresse de Monsieur Alexandre. « Je ne sais rien du géniteur, fit-elle. Frédéric m'a toujours parlé de Monsieur Alexandre comme étant ton père. » Cette fois, ce fut la fourchette de Sophie qui dégringola sur la moquette. « Mais vas-tu manger proprement ?» répéta son père. « Et comment était-elle habillée, cette assistante sociale ?» voulut savoir Sophie en ramassant sa fourchette. « Oh, une sorte d'uniforme bleu ciel à boutons argentés. » Sophie eut d'abord envie de jouer de l'harmonica pour tout raconter à Madame Bartolotti. Puis elle se dit que son amie avait déjà suffisamment d'ennuis comme ça et qu'elle ne pourrait de toute façon rien y faire. Seul Frédéric pourrait sauver la situation. Sophie décida donc de faire l'école buissonnière le lendemain et de courir voir Frédéric pour sauver ce qui pouvait encore l'être. Ça ne l'amusait guère de sécher l'école, mais à circonstances exceptionnelles, moyen exceptionnel. Ouais. Je vais faire une pause dans cette lecture et je reprendrai un petit peu après parce que mon autre enregistrement s'est coupé. Donc je vais faire la lecture en 2 fois. Je vous dis à plus tard pour cette vidéo-là et la suite arrive dans quelques instants.